Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, c'est le mercredi 6 mars 2019. TSA Direct revient. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le docteur Saïd Saadi, ancien président du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, depuis quelques jours, en Algérie, il y a des manifestations contre le 5e mandat, pour le changement du pouvoir politique en Algérie, du système politique. 22 février, 1er mars, des manifestations d'étudiants, un mouvement parmi les avocats, les journalistes, les artistes. Comment vous expliquez ce mouvement, docteur Saadi? Je crois qu'on assiste à un mouvement d'ampleur historique. Il est trop tôt pour tirer toutes les conclusions et même de dire de quoi participe tout ce mouvement-là. On peut dire que c'est un ras-le-bol général longtemps contenu. Je pense que l'ensemble des luttes anonymes, si modestes soient-elles, ont contribué à sédimenter pour créer un climat. Mais ce que je retiens personnellement, ce n'est pas le fait qu'il y ait une réaction de la population. C'est la manière avec laquelle elle s'est exprimée. D'une part, c'est dans l'ensemble du pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est national. C'est vraiment national. D'autre part, elle embrasse l'ensemble des catégories sociales. Donc ce ne sont pas des manifestations. Je crois que nous sommes en train d'assister à une nation qui est en train de renaître. L'État, c'est un concept juridique. La nation, c'est la conscience d'exister ensemble autour d'un certain nombre de valeurs, de besoins, d'objectifs qui font consensus, qui font sens. Ça a manqué. Et d'où ça est venu, il faudra beaucoup de temps pour le comprendre. J'espère simplement que tous les acteurs politiques entendent l'importance, la profondeur et je dirais le caractère exceptionnel de cette insurrection citoyenne. Donc le refus du 5e mandat n'a finalement été qu'un déclic, ça a été un accélérateur. Oui, ça a été un accélérateur, ça a été la provocation de trop. Mais l'important, encore une fois, c'est de voir comment cette jeunesse qui a été livrée à l'aventure, conditionnée par des programmes scolaires que je connais bien, puisque mes enfants ont fait leur scolarité en Algérie, qui a été souvent victime des manipulations de mosquées, qui a été conditionnée par une télévision dont nous connaissons tous les messages et le contenu, qui a été privée de vie culturelle avec le désert qu'a connu l'Algérie, a fini par émerger, a fini par avoir envie de vivre, a fini par exprimer si positivement, si généreusement, si intelligemment un mécontentement qui aurait pu s'abîmer dans la violence. Et donc c'est ça que nous devons maintenant appréhender et c'est à ça qu'il va falloir donner du sens et des perspectives. Et les jeunes, vous en parlez, ils ont fait preuve de beaucoup de conscience citoyenne et politique, puisque les manifestations sont pacifiques, elles ne sont pas violentes, les slogans, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de termes qui peuvent choquer, etc. Cette conscience citoyenne des jeunes, est-ce qu'elle est venue de la classe politique? Est-ce qu'elle est venue des réseaux sociaux? Elle est venue d'où? Alors, je sais bien qu'on est tenté de dire que tous les politiques se valent et qu'ils ont tous échoué. Je serais plus nuancé que ça. Il y a eu quand même des militants anonymes, connus ou moins connus, qui ont consacré leur temps, qui ont abandonné leur famille, qui ont sacrifié leur liberté et quelquefois leur vie pendant des années et des années sans rien attendre en retour. Qui ont osé dire non, simplement un non à l'abus, à l'arbitraire. Je crois que ces messages-là, on finit par sédimenter, donner du courage, dire que tout n'est pas irrémédiablement perdu, qu'il est possible de se battre, et ça a fini par arriver en 2019, mais ce qui est important, c'est le fait que ce soit traduit de manière aussi civilisée, aussi calme, aussi intelligente, que les provocations qui ont été tentées n'ont pas pu amener le pouvoir à s'abîmer dans la violence, alors que la frustration, les problèmes, les abus, les injustices qui ont été commis auraient pu effectivement tenter des gens de se défausser par des réactions intempestives. Eh bien non, le miracle c'est celui-là. Je crois qu'on peut prononcer le mot du miracle. C'est pour ça que nous devons être modestes, disponibles pour essayer d'accompagner ce mouvement. L'initiative, elle est auprès de la jeunesse. Justement, cette renaissance de la nation, cette conscience citoyenne, comment justement l'encadrer, l'accompagner? Est-ce qu'il faut laisser ce mouvement s'exprimer d'une manière spontanée ou est-ce qu'il faut lui donner un contenu plus politique, plus précis? L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que la spontanéité
n'est pas antinomique, n'est pas le contraire de l'organisation, de la cohérence. Il faut que la spontanéité continue. Il faut que cette impertinence, que cette intelligence, que cette volonté de dire directement ce qu'on a envie de dire continue. C'est la vie qui est en train de revenir en Algérie. J'ai passé 3h30 vendredi passé parmi les manifestants. C'était une merveille de voir comment les gens se sont libérés, se présentent comme ils se sentent et pas comme on a voulu leur demander d'être. Tout cela, il faut que ça continue. Maintenant, cela n'empêche pas que dans les quartiers, les gens s'organisent, que dans les universités, les gens s'organisent, et ça n'empêche pas la classe politique de jouer son rôle pour ouvrir des perspectives. Alors, moi, je n'ai aucune responsabilité organique, j'entends, j'écoute, je discute souvent avec les gens. Il y a des messages intéressants qui sont en train d'émerger ici et là. Alors, les mots ne sont pas toujours les mêmes. De la part de l'opposition. En général, et même de la société civile. Je vois des personnalités qui s'associent aussi à des réunions d'opposition. L'idée, à mon avis, qui est clairement admise maintenant, c'est que le 5e mandat est dépassé. Complètement. C'est l'amorce vers autre chose, c'est pas l'objectif. Même si le pouvoir il tient encore. Oui, bien sûr, le pouvoir va tenir jusqu'au dernier moment. On peut revenir sur l'attitude du pouvoir si vous voulez. Mais en matière de perspective, le 5e mandat, c'est la Libye. C'est la suite des événements qu'il faut voir maintenant, parce que ce n'est pas simplement la faillite d'un homme, même si sa responsabilité est grande. C'est la faillite d'un système politique. D'ailleurs, on l'entend très bien, système des gages, etc., etc. Bon. L'idée, c'est de dire comment maintenant ouvrir de nouvelles perspectives à une Algérie qui est en train de naître. Il faut tout remettre à plat, absolument tout remettre à plat, mais on ne peut pas le remettre à travers cette élection. Une constituante, par exemple ? Entre autres. Mais il faut d'abord prendre le temps de laisser se décompter. Il ne faut pas se précipiter vers la compétition électorale. Les ambitions sont légitimes, c'est pas ça le problème, mais ce serait indécent et même obscène de postuler, de se mettre au devant aujourd'hui pour vouloir postuler à quelque responsabilité que ce soit. Les institutions ne peuvent plus répondre à la problématique qui est posée au pays. Elles sont dépassées, toutes les institutions. La demande, elle est aujourd'hui populaire, sans démagogie aucune. Alors, certains disent gouvernement de transition, gouvernement d'union nationale, gouvernement de salut public, j'ai entendu. Mais enfin, en gros, ça veut dire que l'exécutif actuel n'est plus crédible, n'est plus compétent pour faire face à la prise en charge du quotidien des Algériens. Un gouvernement qui sera chargé de liquider les affaires courantes. On ne peut pas laisser la vacance de la représentation symbolique de l'État. Alors j'ai entendu des gens qui disent un comité d'éthique, un comité des sages, peu importe le nom, mais l'idée c'est de dire simplement qu'il faut un certain nombre de personnalités qui ont gardé un minimum de crédibilité, qui ont attesté à travers leur vie de l'intérêt qu'ils portaient au bien public, pour représenter la nation le temps de cette phase de transition. Une sorte de HCE. HCE, mais le HCE avec compétence à engager le pays. Là, il faudra vraiment assurer la représentation symbolique le temps de cette phase de transition. Je dis ce que j'entends. Mais en gros, il y a un compromis qui est en train de se dégager autour de tout ça. Les noms qui sont mis sont différents, mais j'entends bien que la volonté, c'est de ne pas s'abîmer dans une élection qui n'a plus de sens aujourd'hui à court terme. Il faut reporter les élections. Je pense qu'elle sera de fait reportée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ceux qui disposent du pouvoir effectif, mais il me semble qu'il y a tout intérêt à comprendre que aller dans ces élections au jour d'aujourd'hui, physiquement, ce serait impossible. Je pense que les citoyens ne le laisseront pas. Les élections se déroulent, sauf à faire des élections clandestines, à cacher les urnes, ce qui n'aurait pas de sens. Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'inédit qui est en train de se dérouler sous nos yeux. J'insiste, je voudrais bien que ce sentiment soit partagé. Nous devons être dignes et à la hauteur de la situation, les uns et les autres. Ensuite, les compétitions, ceux qui veulent concourir, les ambitions, c'est légitime, mais ce n'est pas le moment. Est-ce que donc cette période de transition sera limitée dans le temps? Il faudra, à mon avis, mais ça, je donne un avis, pas plus que ça. Évidemment, il faudra entendre
tout le monde, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce que si on s'enlise dans le provisoire, c'est comme ça que les manipulations viennent, c'est comme ça que les suspicions sont cultivées, c'est comme ça que les possibilités de découragement, en tout cas d'affaiblissement d'une dynamique comme celle-là, peuvent advenir. Mais on ne peut pas non plus ne pas apurer le fichier électoral. Vous savez qu'il y a des millions de voix. Oui, vous avez parlé à un moment donné de 3 millions. Oui, qui sont à la discrétion du pouvoir et qui les versent en fonction des besoins des clientèles, etc. Jusqu'à présent, tous les observateurs étrangers avec lesquels j'ai discuté m'ont dit qu'ils n'ont jamais pu accéder au fichier national. Il y a des gens qui votent à 4 fois, il y a des électeurs fictifs, etc. Donc il faut qu'on se calme, il faut qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de mettre une autre personne à la place d'une autre. Il ne faut pas attaquer les personnes, on attaque les fonctions que ces personnes existent et exercent. Et une fois que tout cela sera mis en route, une fois que le fichier sera apuré, une fois que les esprits auront compris ce qui se passe réellement dans la société algérienne, dans notre société qui est en train de revivre, à ce moment-là, on peut aller vers des élections, mais il ne faut pas que la phase de transition, mais c'est mon avis personnel, bien évidemment, soit trop longue. Mais si on vous sollicite, est-ce que vous allez contribuer à ce processus ? Non, franchement, moi je préfère dire simplement ceci. En matière de responsabilité organique, je n'en veux pas. C'est une nouvelle génération. On ne peut pas reprocher aux gens qui ont libéré le pays d'avoir confisqué le pouvoir au motif qu'ils se sont engagés, souvent avec courage, à un moment donné, pour rester indéfiniment au pouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a toutes les catégories sociales qui sont engagées dans ce mouvement-là, mais la majorité, ce sont des jeunes quand même. 70% de la population algérienne est composée de jeunes. Il est anormal du point de vue simplement démocratique que la représentation politique ne soit pas fidèle à la sociologie de la nation. Il faut que d'autres générations émergent. Maintenant, dire ce que j'ai envie de dire, apporter ma part de contribution dans le dépassement de ce guet-là, oui, mais postuler à une représentation, il faudra être extrêmement prudent parce que c'est une rénovation, c'est une refondation totale du dispositif institutionnel qu'il faudra offrir à la nation. Et donc, pour vous, la génération de 1962 de l'indépendance est arrivée à la dernière gare, si j'ose dire. Je pense qu'elle a même un peu tardé. Elle est arrivée à la limite biologique maintenant. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais ce qui se passe à Genève donne la mesure de cet épuisement jusqu'à la caricature. Je veux dire, nous sommes aussi humiliés par ce spectacle où on veut présenter un homme qui est incapable de prononcer le serment. Président Bouteflika. Oui, entre autres, oui. Et continuer à le porter contre vents et marées, c'est vraiment un phénomène qui dépasse tout entendement. Cette génération a mis trop de temps avant de passer le témoin. Mais la mienne doit passer le témoin aussi. Celle qui est venue après. Et pourquoi, selon vous, on a présenté le dossier du président Bouteflika pour un 5e mandat? À un moment donné, il y avait un doute, etc. Mais le 3 mars, au Conseil constitutionnel, nous y étions. Le soir, on est venu déposer le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on sait que le président est malade, et vous l'avez dit, il est à Genève. Les décisions qui sont prises dans le système politique algérien sont malheureusement inaccessibles à l'opinion publique parce que nous vivons dans un système opaque par définition. On ne comprend pas parfois. Oui. Cela étant dit, moi je pense qu'il y a plusieurs éléments d'explication. La première, c'est que le chef de l'État, moi je ne dis jamais président. Un président, c'est un responsable qui était démocratiquement désigné. Un chef d'État, c'est une situation de fait. Donc Bouteflika n'a pas été élu. Pour moi, il n'a jamais été régulièrement élu. Donc le chef de l'État, lui, a rêvé toujours de mourir au pouvoir. Il y a un problème de personnalité. Il y a aussi des intérêts qui se sont construits de manière, on va dire, assez peu avouables et qui sont indéfendables dans un cadre réglementaire. Et tout cela crée des pressions et des centres d'intérêt qui finissent par s'imposer à l'intérêt général. Et c'est à mon avis ce double problème, le refus de laisser émerger, de laisser respirer une société
pour que des candidatures, des postulants, des successions puissent apparaître dans l'opposition ou dans le sérail. Et les intérêts occultes qu'il faut absolument préserver, qui ont mené à cette impasse. Cette impasse. Et le président, la lettre d'engagement qui a été lue par Abdelghani Zarlin, qui est directeur de campagne du président Bouteflika, parle d'un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, élection présidentielle anticipée dans lesquelles il ne sera pas candidat. Comment vous expliquez ça? On part vers un processus d'élection présidentielle, puis on organise d'autres élections tout de suite après. Vous savez, d'une manière générale, pour que la politique avance, il faut deux choses quand même. Il faut la crédibilité et la confiance. Il n'y a ni l'une ni l'autre. Le chef de l'État, dont la vie se confond avec tous les coups fourrés de l'histoire de l'Algérie. Il ne faut pas oublier qu'il était là dans le putsch contre le GPRA. Il était là, certains disent maintenant qu'il a inspiré le coup d'État contre Ben Bella. Il était là quand il a fallu violer la Constitution pour lever la limitation des mandats. 2008. De putsch en putsch. Il a réussi tous ses putschs. Mais cette fois, je ne crois pas qu'il peut réussir son putsch parce qu'on ne peut pas réussir un coup d'État contre le peuple. On peut réussir un coup d'État contre une faction, contre un parti, contre même une institution. Mais là, la lame de fond, c'est la renaissance de l'Algérie populaire qui est en train de s'imposer à tous, y compris et c'est essentiellement à lui. Donc je ne crois pas qu'il puisse parvenir à ses objectifs cette fois-ci. Donc il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de confiance, parce que chacun d'entre nous a vu que sitôt affirmé, une promesse est immédiatement reniée. Chacun d'entre nous doit témoigner. Je peux témoigner de ce que j'ai personnellement vécu avec lui. Oui. Lorsqu'il est arrivé en proclamant vouloir réformer le système parce qu'il a connu de l'intérieur et qu'il était d'accord que le blocage était là, etc., j'ai discuté longuement avec lui. Le premier mandat. Et je lui ai dit que tant qu'il n'assumait pas la réforme de l'école, de l'État et de la justice, nous ne bougerons pas. Il m'a dit, je le ferai. Je lui ai dit, j'appartiens pas, devant témoin, appartiens pas à votre génération. J'entends que tout ce qui concerne notre discussion soit rendu public, parce que ça concerne l'ensemble de la population. Si vous êtes disposé à engager ces réformes, il n'y a pas de raison que vous ne veniez pas devant la télévision pour les assumer. Il est venu. J'ai même dit que, s'agissant de la justice, je souhaiterais regarder la composition de la commission de réforme, mais c'est moi qui ai suggéré le professeur Issa Lahirahmou. Oui, qui a dirigé le comité de réforme de la justice. C'est ça, la commission de réforme de la justice. Donc, il y a eu des commissions qui ont été installées devant l'ensemble des corps constitués à la télévision. Il n'a plus jamais réuni ces commissions-là. Donc, on ne peut pas faire confiance à un homme qui renie un engagement sitôt pris, plus conjoncturellement. Mais le comité de Saad a produit un rapport. Oui, mais il n'y a pas eu de suite donnée à ça. Ça n'a pas été appliqué. Ni l'éducation, ni la réforme de l'État, ni le comité de Saad. Alors, quand on dit on va aller vers une élection pour faire une phase de transition, le monde est à l'envers, quoi, je veux dire. Et ça, c'est du Bouteflika. Quand on va à une élection et que quelqu'un est élu, c'est pas pour faire une phase de transition, c'est pour appliquer le programme sur lequel s'est engagé le chef de l'État. La réforme, on l'a fait avant. Et vous observerez que les promesses qui sont faites de transparence, de mettre à l'abri des manipulations de l'administration et les institutions sont déjà démenties. Certains de vos confrères, pour avoir simplement osé filmer des manifestations que le monde entier nous envie et observe, ont été privés de la manne publicitaire, et pourtant ce ne sont pas les organes les plus opposés au chef de l'État. Parler de Chorouk. Entre autres. Donc voilà, non, ça c'est pour dire simplement que avant même d'avoir engagé la phase de transition qu'il dit, les pressions commencent. On ne peut pas faire confiance à des dirigeants qui ont passé leur vie à se renier, à se déjuger, et il y a un moment où le doute finit par déterminer la relation qui lie le citoyen au dirigeant. Et ce doute est absolument indissoluble aujourd'hui. Et justement, quel bilan faites-vous brièvement des 4 mandats de Bouteflika, des 20 ans de Rani?
Parce que les partis de l'Alliance défendent son bilan, disant qu'il a restauré la paix, la réconciliation, qu'il a effacé les dettes, qu'il a redoré l'image de l'Algérie à l'étranger, alors que de l'autre côté, les opposants et l'opposition estiment que rien n'a été fait, qu'il y a beaucoup d'argent qui a été gaspillé. Alors je vais vous dire, c'est peut-être pas le moment de faire des bilans, l'essentiel c'est de faire en sorte que ce mouvement dure et qu'il soit toujours aussi pacifique et aussi clair dans ses objectifs. Mais enfin, ça n'empêche pas d'en dire quelques mots. Moi je vais dire des mots, c'est un immense gâchis. J'entends bien les partis de l'Alliance présidentielle défendre le programme Bouteflika. J'étais député, j'ai demandé en plénière, donnez-nous ce programme. Je vous défie de le trouver, y compris sur la page de la présidence de la République. Il n'existe pas. Programme du président. Le programme du président, dont tout le monde se réclame, n'existe pas. C'est le miroir aux alouettes. Et ça ne choque personne. Je veux dire que... Il y avait un fascicule qui a été distribué lors du premier mandat en 1999, il y avait des grandes lignes de... Des grandes lignes. Non, mais un programme, ce n'est pas des grandes lignes. Ça, c'est des orientations. Un programme politique, ce sont des données chiffrées, des objectifs, des priorités, un agenda et des évaluations. Ça n'existe pas. Donc les gens qui ont impliqué du vide, on voit ce que ça a donné jusqu'à présent. Passons sur les partis de l'Alliance présidentielle qui disent soutenir le chef de l'État. En fait, c'est lui qui les a soutenus d'ailleurs. Où sont-ils aujourd'hui? Oui, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Bon. Pour le reste maintenant, quand on a disposé de 900 milliards de dollars et quelques, et arrivé au moment, dans une situation où les retraites risquent de ne pas être payées, arriver à compenser la défaillance financière du pays par la planche à billets, je crois que le bilan est là. Et je ne voudrais pas décourager les gens, mais cette opération de la planche à billets nous attend dans quelques mois, et les résultats risquent d'être douloureux pour tout le monde. Donc les résultats de la politique de Bouteflika sont là. S'agissant maintenant de la paix. Comme toujours, s'agissant d'Abdelaziz Bouteflika, c'est la tactique permanente. J'ai eu l'occasion de l'écouter. Je n'ai pas l'impression qu'il ait de grandes convictions, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit un stratège, loin s'en faut. C'est un redoutable tacticien. Piéger, attendre, diviser, manipuler, faire des coups. Ça, c'est une façon de procéder qui se confond avec le personnage. Il était où pendant que le peuple algérien essayait de se défendre contre des dérives historiques, dans la violence armée, sanglante, face au terrorisme? Il était absent. Alors, dans les années 90. Dans les années 90. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas aux affaires, ce n'est pas parce qu'on n'est pas désigné, nommé ou même élu, que l'on doit se taire quand la nation est en péril. En tant que citoyen, et a fortiori, lorsqu'on est en tant que dirigeant, on doit intervenir pour sa patrie. Je ne l'ai pas entendu dire un mot. Il arrive au moment où la question du terrorisme était réglée, militairement parlant. On dit qu'il a fait la concorde civile. Disons que celui qui s'est rendu coupable de crimes de sang, de viol, doit être comptable devant les commissions de wilaya. Il n'en a réuni aucune. Je ne dis pas ça par vengeance. Parce que même parmi les gens qui ont eu à déraper, certains peut-être ont vécu des situations difficiles, ont subi des provocations. Ce n'est pas pour justifier l'injustifiable, mais je suis en train de dire que la gestion pouvait pousser à l'exaspération criminelle. Il n'a jamais réuni, là encore, ces commissions. Jamais. J'ai essayé d'attirer son attention en disant qu'il ne faut pas refouler les drames. Il faut les assumer. Notre responsabilité à tous est engagée. Nous prendrons notre part de responsabilité. Mais taire des choses pareilles, c'est le meilleur moyen de les semer pour qu'elles explosent demain ou après-demain dans des conditions encore peut-être plus désastreuses. Je lui ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud. Je lui ai donné l'exemple du Maroc, qui a fait les commissions éthique et réconciliation pour permettre aux gens de sortir tout ce qu'ils ont sur le cœur afin de se retrouver dans la paix. Mais la paix ne peut être faite que s'il y a vérité et justice. Il n'a pas assumé cela. Il y a une justice et vérité. Oui, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut dire justice et vérité sans dire règlement de compte, en assumant simplement une épreuve dont nous sommes les uns et les autres responsables. Et je me mets parmi les gens qui peuvent partager cette responsabilité. Il n'a pas assumé cela. C'est toujours l'esquive, les dérives, la manœuvre, la manipulation. Donc dire que c'est l'homme de la paix est totalement
Faux. Il n'était pas là au moment où il fallait affronter le pire. Mieux, lorsque le pire a été contenu, il est venu pour évacuer de manière très maladroite, très vicieuse, une situation qui aurait pu être traitée de manière apaisée, sereine, mais rigoureuse. Donc je conteste son bilan par quelque bout qu'on le prenne. Alors sur la scène internationale, qu'est-ce qu'il a bien fait entre nous? L'Algérie a quand même un capital symbolique, historique, et aussi, il faut dire, économique, qui lui permet de se faire entendre. Je ne crois pas qu'il faille de grandes compétences pour faire le minimum syndical qu'il a fait lorsqu'il était encore en mesure de se déplacer. C'est un bilan que l'histoire jugera très, très sévèrement. Et justement, maintenant, vous parlez de réconciliation, de paix, etc. Vous avez vu que ces derniers temps, le discours parlant des années 1990 revient, notamment de la part de responsables proches du pouvoir ou dans l'alliance présidentielle, même le secrétaire général de l'UJT à l'Union Générale des Travailleurs Algériens, on en parlait. Est-ce que vous voulez revenir aux larmes? Est-ce que vous voulez revenir au sang, la violence? Et hier, on a entendu le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, qui est vice-ministre de la Défense et chef de l'état-major de l'armée, parler aussi de ça et dire que les Algériens le peuple algérien sera un rempart et que certains partis veulent pousser l'Algérie aux années de sang. Pourquoi ce discours? Est-ce que c'est un discours qui tend à faire peur aux Algériens ou est-ce que le pouvoir n'a plus d'autre langage? D'abord, vous soulevez en fait implicitement la question du rôle de l'armée dans la société algérienne. Oui. Voilà. Je crois, j'espère en tout cas, que l'armée nationale populaire saura échapper aux engagements dans lesquels certains hommes ambitieux et pas toujours responsables l'ont entraîné au lendemain de l'indépendance contre le GPRA notamment. C'est le premier coup d'État de 1962 qui est en train de résonner. Ce sont ces répliques qui sont en train de se décliner de diverses manières. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que l'armée nationale populaire a une opportunité historique, elle aussi, pour être en synergie, en symbiose avec la population et être alors pour le coup en résonance avec la glorieuse ALN. C'est là qu'elle sera la digne héritière de l'ALN si réellement elle entend, comprend et assume ce qui se passe dans la cité algérienne au jour d'aujourd'hui. Pour revenir au discours dont vous parlez, j'ai lu l'ambiguïté et les hésitations des observateurs qui ont trouvé une chose et son contraire. Je partage aussi cette ambiguïté. Il y a la tentation de revenir aux menaces des années 90, etc. Et il y a aussi la volonté de ne pas du tout parler de l'élection. Alors que jusqu'à présent, c'était le chef de l'État, il s'est présenté, il a fait, etc. Donc, il me semble que ça reflète, mais ça c'est une interprétation, ce n'est pas une information que je donne, ça reflète l'état des rapports de force qui sont en train de prévaloir au sommet de l'État. Les clans s'observent, personne ne se sentant en mesure de s'imposer à l'autre, essaye de gagner du temps, de jouer la montre, mais je pense que ce statu quo au sommet de l'État est en contradiction totale avec la dynamique, la lame de fond qui existe dans la société algérienne qui est en train de renaître, qui est en train de revivre, et la précipitation. J'espère que l'armée algérienne saura entendre et comprendre cette demande historique et qu'elle profitera de cette opportunité unique qui se présente à elle, comme à nous tous, pour construire la nouvelle cité algérienne. C'est-à-dire, à un moment donné, l'armée va devoir trancher. On ne lui demande pas de trancher. On lui demande de ne pas s'opposer à un mouvement qui n'est pas simplement un mouvement politique. Oui. C'est un mouvement qui est du registre de l'historique. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais dans ce que nous avons déjà vu, nous venons d'assister à un miracle, encore une fois. Cette jeunesse qui était donnée dans la boucherie de l'éducation nationale, qui était aliénée, conditionnée pour la haine de soi et de l'autre, pour la violence, s'est transmutée, est devenue une jeunesse citoyenne, intelligente, conviviale. Je n'ai pas vu un seul mot déplacé dans les manifestations, alors qu'il y avait des jeunes, des filles, des autres plus âgés, des femmes. C'est un miracle qui est en train de naître. Ce serait vraiment dommage que l'armée n'entende pas cela. Et vous avez remarqué que les marches, les services de sécurité gèrent d'une certaine manière les marches. Il n'y a pas d'interdit ou de répression comme par le passé. Est-ce que vous pensez que c'est un signe ?
de la part du pouvoir? Ça peut être un signe. Je pense que c'est un signe, à mon avis, qui est dû au moins à deux éléments. Le premier, c'est que le pouvoir a compris qu'il n'avait pas intérêt à réprimer. La deuxième, c'est que la composante même de ces services de sécurité, ce sont nos enfants. Ce sont des enfants du peuple. Il y a une photo symbolique où un manifestant était en train d'embrasser son père policier. J'ai vu des gens, des policiers, quand il m'est arrivé de les approcher vendredi passé, ils étaient absolument tétanisés, perdus. Donc ils ne feraient pas de zèle, à l'inverse de ce qui nous est arrivé en 2011. Quand on a reçu 30 000 policiers sur la capitale, et effectivement là, c'était la castagne à non plus pouvoir. La situation a muté, même dans la tête des policiers. C'est pour ça que je vous dis que ce qui arrive aujourd'hui dans la société et dans les institutions est le résultat de quelque chose qui a mûri lentement, peut-être un peu trop lentement pour ceux qui sont les plus impatients, mais c'est quelque chose, à mon avis, d'irréversible, y compris pour les services de sécurité. Et qu'en est-il de l'opposition? Comment l'opposition peut-elle accompagner ce mouvement? Il lui appartient d'abord d'être à la mesure de l'enthousiasme et de l'intelligence de la société, je le dis, sans aucune démagogie. J'espère que les ambitions personnelles ne viendront pas parasiter, ce serait vain d'ailleurs, cette demande de changement radical. Le changement radical appelle d'abord une mise à plat de l'ensemble des éléments qui ont été à l'origine du blocage, de la déchéance de la cité algérienne et du marasme économique et du désarroi social que vit notre jeunesse, notamment. 3 jeunes universitaires qui sortent, ont 80% de rester chômeurs. 80%, oui. Donc, j'espère que les dirigeants algériens qui ont le droit, les responsables politiques algériens qui ont le droit d'avoir leurs ambitions, ne sacrifieront pas à la tactique de carrière et qu'ils comprennent que c'est une lame de fond qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui comprendront que c'est l'histoire qui est en marche. Il faut d'abord répondre à cela. Il faut terrasser, il faut mettre une plateforme à zéro. Une fois que la plateforme sera mise, on mettra les starting blocks pour concourir. Mais si les règles ne sont pas définies, si le fichier électoral n'est pas apuré, si les éléments oligarchiques qui financent les élections continuent à intervenir de manière oblique et transverse par-dessus les institutions pour imposer des gens, ça ne sert à rien d'aller dans les élections. Donc, moi, je dis qu'il faut d'abord mettre à plat la situation, faire un bilan sans haine mais sans complaisance. Une fois que tout sera nettoyé, il est clair qu'il faudra que les uns et les autres aillent vers des élections. C'est le rôle de l'opposition en Algérie que de donner du sens, encore une fois, et du contenu à cette demande irrépressible de la population algérienne. Donc arriver au pouvoir, c'est pas ça l'objectif? Non, le pouvoir, c'est un moyen. J'ai entendu dernièrement que les uns et les autres se déprimaient, déploraient le fait que l'opposition ne soit pas en mesure de présenter un candidat. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la veille d'une élection qu'on présente un candidat. Nous referions exactement ce que fait le pouvoir. C'est-à-dire d'arriver au pouvoir, c'est un objectif en soi. L'opposition doit se réunir, doit débattre des programmes qui sont différents, dégager un compromis, un consensus, un dénominateur commun qu'on doit appliquer ensuite. Si c'est pour faire comme les partis de l'alliance présidentielle qui disent on va au pouvoir, ensuite on va réfléchir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, ça ne servira à rien. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de se faire, de se passer. Et en plus, j'insiste, il ne s'agit pas d'aller à des élections aujourd'hui dans la conjoncture actuelle. La loi électorale doit être revue, le Conseil constitutionnel doit être défait, les mises en perspective de la nation doivent être totalement inédites. Nous devons tout réinventer. Pas de précipitation, pas d'impatience, mais encore une fois, les ambitions politiques sont légitimes et encore faudrait-il qu'elles répondent à l'appel de l'histoire que nous sommes en train de vivre. Oui, et l'opposition qui s'est réunie il y a quelques jours a appelé, notamment avant de terminer, de l'application de l'article 102 de la Constitution sur l'état d'empêchement et de vacance du pouvoir. Vous en pensez quoi? D'abord, j'ai entendu l'opposition s'est réunie, les mots ont un sens. Des opposants se sont réunis. Une partie de l'opposition. C'est bien, c'est leur droit. C'est au siège de l'Adala, oui. C'est ça, oui, très bien. Et qui demande... On devrait effectivement être en mesure de prononcer
demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la capacité ou non du chef de l'État à postuler à la présidence de la République. Je demande à voir les certificats médicaux qui ont été faits, et par qui d'ailleurs ont-ils été faits, sur l'état de santé du chef de l'État qui pour l'instant n'arrive même pas à prononcer un mot. Il est clair que la disqualification de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika s'impose d'elle-même. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce que Bouteflika est disqualifié que les autres candidatures sont pour autant légitimes dans la conjoncture actuelle. La question du 5e mandat, de mon point de vue, est dépassée. Il s'agit d'ouvrir de nouvelles perspectives à la nation algérienne de faire ce que nous n'avons pas su faire en 1962. Il faut tout revoir. Le dispositif institutionnel est adapté. Il faut le mettre en débat. Je ne donne pas de solution, mais il faut le mettre en débat. C'est une impasse historique. Ce n'est pas une crise politique que nous vivons. C'est une impasse historique. Et c'est notre jeunesse qui a miraculeusement redonné, rallumé la flamme de l'espérance. Nul n'a le droit de se mettre à côté, derrière et a fortiori en travers de cette attente. Monsieur Saïd Saadi, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être venu débattre et analyser la situation. On aura sûrement le plaisir de vous retrouver. Bon courage pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera bientôt avec d'autres débats relatifs à la situation actuelle dans le pays. Au revoir.